Bonsoir. Je pense que vous avez tous été attirés par le titre. Le titre était une attrape et ce n'est pas du tout le sujet de ma conférence. Mais maintenant que vous êtes là, je vais profiter pour vous retenir, pour vous dire ce que je pense intéressant. C'est à moitié vrai ce que je vous dis, parce que le titre est inspiré de deux papiers qui ont été publiés en juin cette année, un papier dans Science et un papier dans Nature, et il faut savoir que ces deux revues représentent pour le scientifique un peu ce que la Rolex représente pour le banquier, à savoir si vous n'avez pas publié dans un de ces deux journaux à l'âge de 50 ans, vous avez raté votre carrière. Alors, ces deux papiers, en fait, parlent un peu de la même chose, les auteurs ont fait un peu la même chose, et ils parlent du virus de l'influenza, c'est-à-dire du virus de la grippe, et ils parlent d'un certain virus de l'influenza. Et d'autres choses également, mais pour pouvoir saisir un peu l'enjeu derrière ces papiers, j'aimerais vous présenter un peu de biologie des virus et un peu, bien sûr, de biologie de l'influenza. Donc, vous retrouverez ces deux papiers à la fin, au moment où vous aurez été chauffé à bloc pour comprendre, en fait, ces enjeux. Pour l'instant, il suffit de savoir que ces papiers, avant d'être publiés, ont été soumis à la publication, comme tous les papiers, et au moment où ils ont été soumis à la publication, un comité américain de la biosécurité, donc fédéral américain, a demandé aux auteurs ou a demandé aux journaux de ne pas publier intégralement les données dans ces papiers. Il fallait enlever certains détails clés. Donc, il fallait en fait les censurer. Et la raison en était que ces informations pouvaient induire les mauvais garçons à peut-être répéter l'expérience et peut-être créer un agent qui pourrait être un agent biologique de terrorisme. Alors évidemment, cette action du gouvernement, qui n'a jamais existé auparavant, a soulevé une grande émotion dans la communauté scientifique, et cette émotion allait jusqu'à penser que c'était le premier pas pour que les États viennent maintenant contrôler non seulement le contenu des publications, mais même les recherches faites par les scientifiques. Et vous savez que la libre publication des résultats scientifiques est un des éléments de base de notre avancée scientifique. Ce n'est que parce que les résultats sont communiqués d'individu à individu, de scientifique à scientifique, que la science peut avancer. Donc, c'était un spectre incroyable. Alors, finalement, les papiers ont été publiés et il est difficile de savoir à la lecture de ces papiers ce qui a été enlevé ou si quelque chose a été enlevé, mais ces papiers ont été publiés. L'enjeu, en fait, de ces papiers peut se résumer par cette phrase. Il s'agit d'établissement d'une transmission par voie aérienne d'un virus appelé H5N1 au furet. Alors ceux qui ont compris l'enjeu en lisant cette phrase peuvent aller boire une bière parce qu'ils ne vont rien apprendre de cette conférence. En fait, j'aimerais vous donner des éléments suffisants pour que vous puissiez comprendre cet enjeu. Et pour ça, je vais d'abord vous parler de virus. Et vous allez voir qu'on va essayer d'entrer petit à petit dans la complexité des virus et de leurs propriétés, mais ça va commencer très simplement. Mais d'abord, avant de commencer, il faut quand même un peu d'histoire. Ce virus H5N1 a une histoire. Il est apparu en 1997 sur les marchés de Hong Kong, où il a décimé les populations de volailles qui étaient vendues sur ce marché. Suite à cette épidémie locale, des millions d'animaux ont été abattus pour en fait arrêter la circulation de ce virus dans leur haute
l'autre qu'ils infectaient, parce qu'en fait, il y a également eu, à la même époque, une série d'infections, de contaminations à l'homme par ce virus, et parmi cette contamination, plus de la moitié des gens qui ont attrapé ce virus à l'époque sont morts. Donc ce virus H5N1 est entré dans la connaissance de la population humaine par un événement dramatique. Suite à son entrée, il a ensuite essaimé dans toute l'Asie, en Afrique et en Europe, où il a fait des épidémies dans les élevages de volailles, ou alors des épidémies dans les cours de petites fermes dans différents endroits du monde. Depuis qu'il a été décrit, 608 cas hospitalisés ont été diagnostiqués par ce virus, et près de 60% des gens infectés sont morts. Donc c'est quand même une chose assez dramatique, même si en contrôlant les individus qui avaient été au contact d'animaux infectés ou au contact de personnes infectées, il en est sorti que 1 à 2% de ces personnes avaient des anticorps contre ce virus, ce qui fait que ces gens ont dû être infectés, mais n'ont apparemment pas développé la maladie. Donc, ça vient un peu décharger le poids de ce virus qui, vraisemblablement, dans les cas hospitalisés, a été pris pour les cas les plus graves. Bien sûr, les gens ne vont pas à l'hôpital pour rien du tout. Donc, pour revenir un peu à l'enjeu, on va le détailler un peu. Le virus, en fait, on le sait maintenant, est un hôte des oies sauvages. Et dans les oies sauvages, ils se comportent très bien, les oies vivent très bien avec ce virus. Mais ce virus, lorsqu'il passe dans d'autres volailles, comme les volailles d'élevage, donc il a un effet dramatique sur ces volailles, notamment les poules, où 100% des poules peuvent mourir dans un élevage, peuvent mourir en 48 heures, et le virus se transmet de poule à poule, et non seulement de volaille à poule. La question était de savoir si, à partir de ces volailles infectées, il est possible, en fait, d'infecter les furets, et non seulement d'infecter les furets, et ça, on le savait relativement tôt, mais de se transmettre de furet à furet par voie aérienne, c'est-à-dire par gouttelette ou aérosol, la voie qui est utilisée par les virus de la grippe de se propager d'homme à homme. Alors pourquoi les furets? Les furets sont des mammifères et sont un excellent modèle pour l'autre mammifère que nous sommes. Et donc, en observant la transmission de furet à furet, on espérait bien obtenir des renseignements sur la transmission d'homme à homme. Venons-en maintenant à la biologie des virus, en commençant par vous dire ce qu'est un virus. Alors, un virus est un organisme biologique très simple. Il est constitué d'une information génétique, comme tous les organismes vivants. Vous savez maintenant, tout le monde, tout le grand public sait que l'information génétique est supportée par une molécule qui s'appelle l'ADN. C'est l'ADN qui définit biologiquement ce que nous sommes et qui définit le plan de construction des organismes vivants. Une petite particularité pour les virus, le support de l'information génétique n'est pas seulement l'ADN, mais on trouve des virus pour lesquels le support est de l'ARN. Alors, la distinction ADN-ARN est extrêmement importante, mais on peut très bien comprendre ce qui va suivre en ne sachant pas la différence. Donc, restons-en à l'information génétique qui est représentée par ce trait noir. En plus de l'information génétique, les virus sont composés d'une coque extérieure de protection composée de protéines ou de lipides. Cette coque n'est pas seulement une coque de protection, mais elle contient également des molécules, des protéines qui ont des activités biologiques importantes pour le virus. Alors, les virus ont des formes diverses, sphériques, oblongues, filamenteuses, ont la propriété d'être de taille très très petite. Et une petite animation va vous permettre
j'espère. Voilà, une petite animation va vous permettre d'avoir une idée de la taille des virus. Vous avez sur cette animation, vous commencez par quelque chose de l'ordre du millimètre, qui est un grain de café ou un grain de riz. Et regardez là au centre, vous allez voir apparaître petit à petit des objets, un grain de sel, une amibe, on s'approche encore, et là on a la dimension d'une cellule de la peau. Cette dimension est conforme aux cellules que l'on va voir tout à l'heure en relation avec les virus. Vous voyez là l'ovule humain et le spermatozoïde, un peu minable à côté, et on continue à agrandir, et là on est dans l'ordre du millionième de mètre. On est parti du millimètre, du millième de mètre, et là on est dans l'ordre du millionième de millimètre, donc 30 microns, en gros le diamètre d'une cellule. On avance encore dans le plus petit, on trouve le chromosome X, encore une fois énorme, la bactérie, divers organelles, la levure de boulangerie, et on avance encore et on voit finalement apparaître les virus. Les virus de la rougeole, de la grippe, le HIV, qui sont de l'ordre du nanomètre. Le nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Donc, en gros, un virus est 1000 fois plus petit qu'une cellule. Retenez ça. Et puis, si on avance encore dans le petit, on trouve maintenant des molécules qui sont des protéines. Vous avez ici un anticorps, et vous allez entendre parler d'anticorps, mais cet anticorps a la taille un peu des protéines dont on va parler en ce qui concerne les virus, et encore en plus petit, un acide aminé. Vous savez que les protéines sont faites d'une chaîne d'acides aminés. Il faut environ 300 à 400 de ces acides aminés pour faire une protéine telle que l'anticorps. Donc voilà un peu la dimension à laquelle on se situe en parlant des virus. Les virus, bien sûr, ne sont pas visibles à l'œil nu, ils sont visibles au microscope électronique seulement. Ceci étant dit, on peut continuer. Donc, première étape, qu'est-ce qu'un virus? Quelle est sa dimension, sa composition? Deuxième étape importante, c'est le cycle de multiplication du virus. Et pour ça, simplement, on présente une cellule, cette fameuse cellule qui est la cellule de l'organisme, la cellule de la peau de tout à l'heure, et un virus. Alors évidemment, ce virus n'est pas à l'échelle de la cellule. À l'échelle de la cellule, ce virus serait plus proche du point vert qui est là. Ce virus entre dans la cellule et, dans une question d'heures, qui varie selon les virus et selon les types de cellules, se multiplie dans cette cellule pour produire des milliers de cellules, de virus à la sortie. Donc ça, c'est la multiplication virale. Un virus est suffisant pour enclencher la multiplication de virus et plus de 1000 à 10 000 virus sortent de cette cellule. Alors, qu'est-ce que ça signifie au niveau des virus? Ça signifie que les virus se multiplient en multipliant ou en faisant multiplier par la cellule des milliers de fois ces différents composants. Et bien sûr, ces composants sont faits par la cellule en fonction du plan de l'information génétique contenue dans le génome du virus. Bien sûr, non seulement les composants du virus protéiques, mais les génomes viraux doivent être multipliés, puisque un génome entre avec un virus, et des milliers de génomes sortent avec un virus, donc des milliers de génomes doivent être fabriqués dans la cellule. On dit que les virus, pour ces raisons, sont des parasites cellulaires obligatoires. Un virus ne va jamais se multiplier dans le tiramisu que vous avez oublié dans votre frigo, comme le font ces méchantes salmonelles. Le virus doit, pour se multiplier, infecter une cellule et prendre à son profit toutes les fonctions cellulaires de manière à ce que ces fonctions produisent en grand nombre, sous l'information génétique du génome viral, les composants des virus qui vont ensuite s'assembler. Le virus, en
entités biologiques comme particules virales présentées ici ne se retrouvent pas en fait dans la cellule, se retrouvent dans le milieu extracellulaire seulement, lorsqu'il est transmis de cellule à cellule ou d'organisme à organisme. Et en général, les cellules qui sont infectées et qui participent à cette multiplication finissent par mourir pour une raison ou pour une autre, directe ou indirecte, et c'est la base de la maladie que produisent les virus. Les virus infectent les cellules, les détruisent. Évidemment, si suffisamment de cellules dans un tissu sont détruites, eh bien, la maladie apparaît. Et en ce qui concerne les virus de la grippe, les virus infectent les cellules de l'épithélium respiratoire et, en détruisant cet épithélium, provoquent la maladie que l'on connaît sous le nom de grippe. Parlons maintenant d'un peu plus proche des virus de la grippe. En fait, on en connaît de multiples. Et pour une diapositive de classification, on connaît les virus de type A. Ces virus de type A, il y en a de très nombreux, on va s'y atteler un peu par la suite, et ces virus sont responsables d'épidémies ou de pandémies, une pandémie étant une infection à l'échelle de la planète, et chez les animaux et chez les humains. C'est une des propriétés des virus dans cette catégorie qu'est le type A. En plus, il existe des virus de l'influenza de type B, et là, on trouve uniquement des virus humains qui sont responsables d'épidémies. Et un troisième type, le type C, qui est un virus humain également, dont on ne parle pas beaucoup parce qu'il n'est pas responsable de pathologie. Il se multiplie dans la population et nous avons probablement tous été infectés par ce virus, mais sans que l'on subisse des symptômes. En général, quand ça arrive, l'intérêt pour la recherche sur ce genre d'organisme diminue exponentiellement avec l'absence d'effet qu'il peut avoir sur les organismes vivants. On va essentiellement parler des virus de type A, et vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà, ce virus de type A se complexifie un peu. Vous avez déjà vu apparaître des structures à l'extérieur du virus dans la diapositive précédente. Maintenant, on les nomme. On les nomme, il s'agit de protéines, il y en a deux différentes, et une protéine s'appelle HA et une autre s'appelle NA. Plus tard, ces HA vont devenir des H et ces NA vont devenir des N, mais c'est de là que H et N viennent. Ces HA et ces NA sont des protéines externes et elles ont un rôle dans le cycle de multiplication des virus. HA a un rôle dans l'entrée du virus dans la cellule et NA a un rôle au moment où les virus ressortent de la cellule dans lesquelles ils se sont multipliés. Donc, le rôle de HA et de NA. Vous voyez là un virus et une cellule, et vous voyez que en face de HA, cette cellule présente ce qui est appelé un récepteur pour le virus. Et pour que le virus entre, il faut qu'il y ait une reconnaissance très étroite et très spécifique entre la molécule ou le composant de la cellule que le virus reconnaît et le composant du virus qui a évolué pour reconnaître ce composant. Donc, le virus n'entre pas dans n'importe quelle cellule, n'importe comment, juste parce qu'il a l'opportunité de la rencontrer. Il n'entre dans les cellules que lorsque ces cellules ont à leur surface un récepteur qui est là pour d'autres raisons, bien sûr, mais que le virus a évolué à reconnaître de façon spécifique. Cette liaison est très spécifique. Le virus peut entrer, ce qu'il fait. À l'intérieur, il reste uniquement du virus l'information génétique au départ. Cette information génétique est exprimée, on revient au cycle de multiplication, les composants viraux sont synthétisés, sont assemblés et les virus ressortent. Mais le virus qui ressort de cette cellule dans laquelle il est entré, bien sûr, a à la surface toujours les mêmes récepteurs que le virus a vus à l'entrée. Et donc les virus qui sortent
ont tendance à rester accrochés à ces récepteurs par le même mécanisme avec lequel le virus s'est accroché pour entrer. Et ça, ce n'est pas très bon pour les virus, parce que les virus ont besoin, dans leur survie, d'infecter constamment de nouvelles cellules non infectées. Et donc, la deuxième activité de NA intervient maintenant, et là voilà, c'est une activité qui va maintenant couper le récepteur et qui va permettre au virus de s'en aller de la cellule qui l'a produit et d'infecter d'autres cellules et de continuer sa vie de virus. Alors, en plus de ce rôle qu'ont ces protéines dans le cycle de multiplication virale, ces protéines sont aussi importantes, mais du point de vue de l'hôte infecté. Vous savez que l'hôte infecté, lorsque l'hôte détecte un intrus, qu'il soit virus, bactérie ou allergène quelconque, l'autre réagit dans un mécanisme de défense, et ce mécanisme de défense a certaines propriétés. En l'occurrence, ici, ce mécanisme produit, ici et dans tous les cas, produit des anticorps qui sont des composants que l'organisme produit, et ces anticorps sont en fait des molécules qui spécifiquement reconnaissent les protéines qui font partie de l'intrus qui infecte. Ils les reconnaissent d'autant mieux que ces protéines sont à l'extérieur du virus et sont directement vues par ce système de défense comme des agents à neutraliser. Et ces anticorps ont la propriété, bien sûr, de lier ces composants viraux, et en liant ces composants viraux a la capacité de bloquer l'infectivité de ce virus. On parle de neutralisation du virus par les anticorps, et c'est de cette façon que le système immun se défend dans cette voie-là, en neutralisant l'infection du virus, en ne permettant pas au virus d'aller infecter d'autres cellules. Les infections commencent toujours par très peu de cellules infectées. Si le virus n'a pas la propriété de se répandre dans l'organisme infecté, il ne va pas faire de maladie. Donc, maintenant, on en vient à des distinctions un peu plus subtiles. Donc, ces anticorps sont extrêmement spécifiques et réagissent contre des propriétés très particulières de ces protéines. Soit un virus 1. Ce virus 1 qui infecte un organisme va susciter des anticorps qui sont dirigés contre ce H1 ou contre ce N1. Et donc ces anticorps ont une spécificité uniquement pour ce virus qui est un virus 1. Un virus 2 intervient et infecte, et ce virus 2 ne va pas être reconnu par des anticorps montés contre H1 et N1, et donc de nouveaux anticorps vont être montés contre ce virus 2, contre ce H2 et ce N2. Et c'est sur cette base de spécificité, de réactivité d'anticorps face à des virus, ces anticorps qui ont ou non la propriété de neutraliser les virus, qu'une classification a été établie par l'observation, et à ce jour, on connaît jusqu'à 17 différents H et 9 différents N. Donc 17 différents H courent dans la population mondiale d'animaux et de volailles et de mammifères, et 9 N différents. Évidemment, ces H et ces N peuvent se combiner entre eux. Certains virus peuvent avoir un H1 et un N9, ou un H5 et un N1. Donc on revient au virus du départ, H5N1, ce n'est pas autre chose qu'une classification ou une identification du virus en fonction de ces protéines que les virus ont à la surface. Alors où sont tous ces virus? Tous ces virus sont trouvés dans le monde aviaire aquatique, les oies sauvages, les canards, et à partir où on trouve en fait les 16 différents H, le H17 a été découvert récemment, ce printemps, et a été décrit dans un virus de chauve-souris. Ça a été une première. Les chauves-souris sont des animaux qui sont excellents pour les virus. Ils recèlent de toute une série de virus qui, de temps à autre, ressort des chauves-souris pour aller infecter d'autres espèces.
Mais ces virus dans la nature se trouvent essentiellement dans les oiseaux aquatiques, et à partir des oiseaux aquatiques, ont infecté d'autres oiseaux qui volent et qui ne sont pas aquatiques, des volailles d'élevage, des mammifères, dont l'homme, et le cochon qui est un hôte un peu particulier, et on va le voir. Et vous voyez décrits certains des virus ou certains de ces protéines qui ont été trouvées dans différents animaux. Chez l'homme, en fait, on a connu dans la population humaine différents virus, H2N8, H3N8, H1N1, H2N2, H3N2, H1N1 et finalement en 2009 le H1N1 pandémique. Donc voilà les virus qui ont côtoyé l'homme depuis qu'on est en mesure de le savoir. Donc le monde aviaire est une réserve de virus de la grippe de type A et une source de virus pour les virus humains. Les virus humains de la grippe sont tous issus du monde aviaire. Mais alors pourquoi parle-t-on de virus aviaire et de virus humain? Alors un virus aviaire est un virus qui circule dans le monde aviaire, c'est-à-dire qui se transmet d'oiseau à oiseau. Un virus humain est un virus qui circule dans le monde humain, qui est capable de se transmettre d'humain à humain. Et en principe, il y a une barrière entre les deux espèces, au sens où le virus aviaire n'infecte pas, ne circule pas chez les humains, si c'est un virus aviaire, et l'inverse est vrai, un virus humain ne circule pas dans le monde aviaire. Parfois, un virus fait le saut du monde aviaire dans le monde humain, et lorsqu'il fait le saut, il devient un virus humain au sens où il se propage d'humain à humain. Le virus H5N1 dont il était question est un virus aviaire et reste un virus aviaire. Lorsqu'il infecte par accident un individu humain, il est produit dans cet individu, mais n'infecte pas d'autres individus humains. Il reste un virus aviaire avec les propriétés d'un virus aviaire que l'on va voir. Il faut distinguer, effectivement, le virus humain ou le virus aviaire du virus qui occasionnellement apparaît chez l'homme. Et c'est l'exemple que je viens de vous donner. Le H5N1 reste un virus aviaire, même s'il peut infecter l'homme, mais il ne se propage pas d'homme à homme. Donc, le virus aviaire, pour passer dans la population humaine, doit franchir une barrière qui est la barrière d'espèce. Quelle est-elle, cette barrière d'espèce? Vous avez ici un virus aviaire, et ce virus aviaire, on le sait maintenant, reconnaît un récepteur sur la cellule aviaire et peut infecter une cellule aviaire. Le virus humain reconnaît également un récepteur, cette fois sur la cellule humaine, mais vous voyez en fait que ce récepteur n'est pas le même. En fait, c'est le même, mais il est tourné différemment. Et c'est exactement ce qui se passe. Le récepteur, dans les deux cas, est la même molécule, un acide N-acétylneuraminique, mais cette molécule est présentée différemment, si bien que le virus aviaire, voilà, le virus humain peut infecter le virus aviaire peut infecter sa cellule aviaire, je suis un peu en retard, mais le virus aviaire ne peut pas se fixer sur la cellule humaine pour l'infecter, parce que le récepteur cellulaire n'est pas reconnu par HA du virus aviaire. Donc, pour qu'un virus aviaire puisse infecter une cellule humaine, il faut au minimum que ce virus aviaire ait changé son récepteur, son HA, la molécule qui reconnaît le récepteur, pour que cette infection puisse avoir lieu suite à la reconnaissance du récepteur cellulaire par le virus. Donc, il faut, pour qu'un virus passe dans le monde, du monde aviaire dans le monde humain, il faut qu'il y ait une adaptation du récepteur. La question est
qu'il ne faut pas seulement cette adaptation-là, mais on va rester bloqué sur ce type d'adaptation comme exemple. Il ne s'agit pas seulement de cette adaptation, mais cette adaptation doit être plus large. Voyez un virus aviaire qui a acquis son récepteur, qui a acquis la reconnaissance du récepteur humain et qui peut entrer dans la cellule humaine. Ce virus contient de l'information pour des protéines qui ont été faites dans le monde aviaire. Et tout à coup, ce virus se trouve dans le monde humain. Et le monde aviaire n'est pas tout à fait, le monde cellulaire aviaire n'est pas tout à fait identique au monde cellulaire humain. Si bien que cette adaptation dont on a parlé pour HA qui reconnaît son récepteur doit se faire également pour les autres protéines virales qui, dans le cycle de multiplication, ont à interagir avec des partenaires cellulaires. Mais on va laisser de côté cette adaptation-là parce qu'il est suffisant pour la compréhension de se fixer sur le récepteur, et plus facile également. Donc, le virus doit en quelque sorte s'adapter, adapter ses protéines au virus, à l'environnement cellulaire humain pour que ce passage puisse se faire de façon complète. Alors, quel est le mécanisme de cette adaptation? Donc on sait maintenant que les virus doivent s'adapter pour franchir la barrière. Quel est le mécanisme de cette adaptation? Donc vous vous souvenez, dans le cycle de multiplication, un génome viral entre et des milliers en sortent, donc il y a une étape de multiplication de ce génome à l'intérieur de la cellule infectée. Cette multiplication est faite par une enzyme et il se trouve, et c'est la dernière fois qu'on va parler du support de l'information génétique comme ARN, il se trouve que dans la cellule, qu'elle soit aviaire ou humaine, il n'y a pas d'activité qui puisse multiplier une molécule d'ARN pour en faire une autre. Donc cette activité est une activité virale. Quand on dit ça, on dit que l'information génétique pour produire cette activité doit être contenue dans le génome du virus uniquement. Dans la cellule, malgré les milliards de bases d'ADN, il n'y a pas cette activité. Donc, pour multiplier le génome, on a à disposition une enzyme virale qu'on appelle une réplicase pour répliquer le génome. Et voilà, la réplicase, c'est le trait bleu, et elle travaille. Elle travaille, elle copie, elle copie, elle copie, elle copie, elle copie. Et si elle copie autant, c'est qu'elle doit beaucoup copier, mais c'est aussi que je n'ai pas maîtrisé l'animation. Donc, après avoir copié les génomes, évidemment, il y en a plus de 10 000 dans la cellule, et vous voyez en fait que chacun de ces génomes est identique au génome entrant qui a servi de copie. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'il aurait fallu accélérer un peu. Ce qui se passe est vu plutôt ici. Vous recommencez avec une réplicase qui copie, qui copie, qui copie, qui copie, qui copie. Voilà. Et le résultat n'est pas tout à fait le même et vous allez le voir dans un instant. Le voilà. Vous avez en fait la production d'une série de génomes qui ne sont pas tout à fait identiques au génome de départ. Et cette absence d'identité vient du fait que dans son activité de réplication du génome, cette activité virale introduit des erreurs. Il introduit des mutations. Et il le fait de façon totalement aléatoire, à une fréquence qui veut qu'à peu près, pour chaque synthèse d'un génome, il y a la probabilité d'introduire une mutation. De façon aléatoire, si bien que ces génomes, en fin de course, dans une infection, ne sont pas totalement identiques les uns des autres. Il faut encore voir que, par exemple, ce génome, une fois synthétisé, va pouvoir être le chablon pour produire de nouveaux génomes, si bien que ce génome peut contenir plus d'une mutation. Autant de fois qu'il peut être utilisé en chaîne pour faire des génomes. Donc, le résultat, c'est que la réplicase
travaille avec une infidélité programmée. Cette infidélité programmée aboutit à une grande variabilité génétique. Ces génomes sont tous distincts, même de façon minime. Pourquoi? Pourquoi diable la nature a-t-elle évolué pour un virus avec une enzyme qui est faite pour ne pas copier exactement le génome précédent? Alors qu'on dit que la réplication de l'information génétique doit être absolument maintenue pour que l'organisme puisse continuer à exister de façon permanente. Eh bien, regardons l'effet de ces mutations au niveau de la production des composants viraux. Évidemment, l'information génétique sert à faire des protéines, et parmi ces protéines, on va d'une grosse fixer sur le récepteur, et à la sortie de cette infection, suite à l'introduction de ces mutations, au niveau du récepteur, on va voir un certain nombre de virus, la majorité même, qui vont être comme le virus entrant, ayant subi aucune mutation dans cette partie de l'information génétique, on retrouve le virus aviaire avec sa protéine HA qui reconnaît le récepteur aviaire. Et puis on trouve de drôles de choses. On trouve des virus qui affichent des HA qui ressemblent à rien. Et ces HA qui ressemblent à rien n'ont pas beaucoup de chances de continuer à exister dans la mesure où ces virus, pour continuer à exister, doivent infecter d'autres cellules. Et puis, il existe une autre catégorie de virus qui portent à leur surface des HA qui s'approchent et qui peuvent contenir la capacité à reconnaître le récepteur humain. Donc, le but de cette variabilité, le but de cette infidélité programmée, c'est de générer suffisamment de variabilité génétique pour que le pool de virus qui soit produit contienne en permanence, s'il est suffisamment grand, les solutions à tout changement auquel le virus pourrait être exposé. C'est une garantie pour le virus de pouvoir continuer à exister dans la mesure où le virus ne maîtrise rien du tout, c'est-à-dire ne maîtrise pas les conditions qu'il a besoin pour survivre. Il a développé cette capacité d'adaptation qui passe par une grande variabilité génétique. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Et là, on va voir maintenant un virus, toujours le virus de l'influenza, mais avec un peu plus de détails. On retrouve toujours à la surface le HA, et vous voyez tous les jaunes, les molécules jaunes sont des HA, et des NA, les molécules vertes sont des NA. Mais ce qui a changé à l'intérieur, c'est la façon de présenter le génome. Jusqu'à maintenant, le génome était présenté en un seul segment. En fait, pour les virus de l'influenza, le génome est composé de plusieurs segments. 8 en tout pour les virus de type A. Et chaque segment, en fait, contient l'information génétique pour faire une protéine. Et par exemple, le segment 4 contient l'information pour faire le HA. Et le segment 6 contient l'information pour faire le NA. Cette propriété d'avoir un génome segmenté donne à ces virus une capacité de changement supplémentaire. Soit maintenant un virus aviaire et un virus humain qui infectent une même cellule. Vous allez me dire, ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Puisque cette cellule peut avoir soit le récepteur humain, soit le récepteur aviaire. Eh bien, il se trouve que le porc, je vous l'ai dit au début, est une espèce particulière, en plus de donner du jambon magnifique, c'est que ces cellules de l'épithélium respiratoire contiennent les deux types de récepteurs. Donc ces cellules peuvent être infectées soit par des virus aviaires, soit des virus humains. Lorsque ça arrive, lorsqu'une même cellule est infectée par un virus aviaire et par un virus humain, cette cellule va produire bien sûr des virus aviaires, des virus humains, mais va produire des virus dans lesquels
il y a eu un réassortiment de ces segments. Le segment 4, ou le segment 4 du virus humain, a été pris avec les autres segments au moment de la formation de particules virales, avec les autres segments du virus aviaire, pour donner un virus aviaire qui maintenant contient l'information pour faire un HA qui reconnaît les cellules humaines. Donc, et ce réassortiment, évidemment, ne se fait pas seulement entre les segments qui codent pour HA, qui produisent les protéines ou qui permettent de produire HA et NA, mais avec tous les autres segments, si bien qu'on peut avoir 256 possibilités de virus par des phénomènes de réassortiment. Donc, ceci n'est pas juste une théorie académique, parce que si on regarde les virus que l'on connaît avoir passé des virus aviaires dans le monde humain, on a l'exemple de ce virus H1N1 en 1918, ce fameux virus. Et ce virus, on pense, mais il y a encore des disputes à ce sujet, qu'il a passé d'un virus aviaire dans le monde humain par le mécanisme des changements mutationnels faits par l'ARN polymérase. On n'en est pas très sûr, mais c'est, disons, la théorie qui prédomine. Mais, quelques années plus tard, 30 ans ou 40 ans plus tard, ce virus a rencontré un virus aviaire et il y a eu un réassortiment entre ces deux virus pour donner le virus qui est apparu dans la population humaine en 1957, où vous voyez que dans ce virus, le segment 4 du virus précédent a été remplacé par un segment du virus aviaire et le segment 6 également, ce qui fait qu'à la surface de ce virus, il n'y avait ni H1 ni N1, mais un H2 et un N2. Ce virus, 10 ans plus tard, a rencontré un autre virus aviaire, nouveau réassortiment, pour donner un virus dans lequel le segment 6 est resté le même, les NA sont toujours verts, mais le segment 4 a été pris du virus aviaire, d'où un nouveau virus. Et le champion du réassortiment est le virus qui est arrivé dans la population humaine en 2009, le virus pandémique, qui est le résultat de réassortiments multiples entre virus humain, virus aviaire, virus porcin, virus aviaire, et de fil en aiguille, on en est arrivé à un virus avec une panoplie de segments qui ont différentes origines. Donc le réassortiment participe aussi bien que les mutations ponctuelles à l'évolution de ces virus. Donc la variabilité génétique qui est requise pour passer d'une espèce à l'autre, en l'occurrence des oiseaux à l'homme, est en fait construit par des mutations lors de la réplication du génome et par les réassortiments. Et ce qui explique la grande diversité des virus de type A. Mais ça n'est pas tout. Un élément supplémentaire est le suivant. Revenons à la production du virus suite à l'introduction de mutations par la polymérase qui a donné la production de ces différents virus qui ont des récepteurs qui ne sont plus conformes aux récepteurs aviaires. Et par hasard ici, un virus qui a un HA qui reconnaît le récepteur humain. Ce virus n'a pas beaucoup de chance dans le milieu aviaire. Pourquoi? Parce que dans le milieu aviaire, pour infecter une cellule, il faut pouvoir reconnaître le récepteur aviaire. Donc, ce virus va disparaître, vraisemblablement, à moins qu'il retrouve un avantage sélectif, et cet avantage sélectif serait que cette population de virus infecte maintenant un individu humain. Donc, en plus de la production des variants en permanence, il faut, pour que les virus évoluent, un avantage sélectif qui donne à ces virus variants
qui sont d'ailleurs très minoritaires, parce que par rapport à la grande majorité qui est bien adaptée au monde aviaire, ces variants sont toujours produits en nombre infime. On parle de 1 sur 10 000. Et donc, l'avantage sélectif doit pouvoir exister pour que ces virus puissent sortir de l'anonymat. Et dans ce cas-ci, l'avantage sélectif serait que cette population de virus infecte un humain, et alors tous les autres virus qui sont adaptés au monde aviaire disparaissent, et celui-là va sortir comme un virus humain. Donc, avantage sélectif nécessaire. Un autre avantage sélectif dont on peut parler est aussi important pour l'évolution de ces virus. Il s'agit en fait d'un virus, du phénomène qui veut que chaque année, les virus de la grippe passent et font des épidémies. Comment se fait-il que chaque année, les virus de la grippe font des épidémies, sachant que lorsqu'un virus infecte un hôte ou une population, cette population produit des anticorps, et ces anticorps vont se fixer sur le virus et neutraliser son infectivité. Donc, une première année, le virus vert apparaît, bien sûr, les anticorps sont produits dans la population, mais l'année suivante, les anticorps sont présents dans la population. Le virus revient, et le virus n'a pas beaucoup de chance. Sauf que maintenant, vous savez que dans cette population de virus produite, il y a un virus variant, et vous voyez la couleur du vert a changé, un virus variant qui est là en faible quantité, parce que c'est un variant qui est produit à faible multiplicité, mais ce variant a un avantage sélectif énorme, parce que ce variant, lorsqu'il rencontre ces anticorps ne le reconnaissent pas. Donc ce virus va devenir le virus qui va faire l'infection l'année suivante. Et bien sûr, l'année suivante, il va y avoir des anticorps contre ce virus qui vont être produits. Donc l'année d'après, ce virus va être bloqué. Mais déjà, dans cette population de virus, il y a le variant suivant. Donc cette force de sélection, c'est la force de sélection apposée à la possibilité de mutation qui fait que les virus épidémiques peuvent infecter année après année la population humaine. Le même problème arrive avec le vaccin. Le vaccin fait la même chose, fait une production d'anticorps, mais le virus finit par échapper aux anticorps produits par les vaccins. Donc, alors, encore une chose, si un virus maintenant arrive dans une population humaine, une population d'hôtes, où il n'était jamais présent, c'est-à-dire où le taux la présence d'anticorps n'a jamais vu ce virus, évidemment que ce virus a la voie royale sur toute la planète, et c'est un virus qui fait une pandémie qui se répand sur toute la planète. Donc, la variabilité génétique est construite par les mutations et par les réassortiments et évoluant dans un cadre sélectif permanent. On arrive maintenant au résumé de ce que je voulais vous dire. Et le résumé vous dit, on a parlé de la variété des virus de la grippe de type A, et vous savez ce dont il s'agit. On a parlé des mécanismes qui génèrent cette variété. On a évoqué la dynamique d'évolution de ces virus placés dans un cadre sélectif permanent et leur capacité à émerger dans de nouvelles populations d'hôtes, nouvelles espèces d'hôtes. On a donné une explication des épidémies récurrentes de la grippe et on a donné une explication des pandémies. Et on peut retourner maintenant à nos deux papiers. Nos deux papiers, en fait, dans les deux papiers, les auteurs ont fait la chose suivante. Ils ont pris le virus aviaire, H5N1, et ils ont pris un virus humain, H1N1. Et ils ont produit en laboratoire ce que la nature fait. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant se fait dans la nature, mais les virologistes savent faire les réassortiments, savent introduire les mutations dans le génome des virus, et ces virologistes ont fait la chose suivante. Ils ont généré
un réassortant humain dans lequel le segment 4 du virus aviaire a été mis, celui responsable de la synthèse de HA, et ils ont fait un H5N1 avec un récepteur humain, non pas par la vertu de ce segment qui code pour un récepteur aviaire, mais par des mutations qu'ils ont rajoutées et qu'ils pensaient être aptes à changer le récepteur. Ce virus a ensuite été introduit dans le furet, qui est le remplaçant de l'homme dans l'expérience, et ce virus ne se propage pas de furet à furet. Ce n'est pas un problème, on va prendre le virus de ce furet, on va l'introduire mécaniquement dans le furet suivant, et dans le furet suivant, jusqu'au moment où un furet a été capable de produire un virus qui a infecté un furet, non pas par injection mécanique, mais par transfert par aérosol. Et ce virus est capable maintenant de se transférer de furet à furet. Donc, la raison pour laquelle ces gens ont fait ça, c'est pas seulement pour faire un exploit, mais parce qu'il y avait pas mal de connaissances qui étaient issues de la comparaison des protéines d'un virus aviaire versus des protéines d'un virus humain. Et en comparant ces différentes protéines, une cartographie de signature humaine ou aviaire a été établie, et les gens qui ont fait, ces chercheurs qui ont fait ces expériences, voulaient tester pour savoir si les signatures qui avaient été attribuées au virus aviaire ou au virus humain pouvaient être changées de façon à passer d'un virus aviaire à virus humain. On parle uniquement ici de HA qui a été fait dans l'expérience. Donc, le but de l'expérience, l'enjeu de l'expérience était en fait celui-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont produit? Ils ont produit, ils ont réussi tous les deux à produire un virus, à produire un virus qui infecte le furet de furet à furet par aérosol, et ils ont trouvé que peu de mutations étaient nécessaires pour le faire. 3, 4, 5 mutations étaient nécessaires. Un groupe a trouvé que le virus qui se transmet par aérosol est très pathogène pour les furets, pathogène de façon égale à ce virus aviaire chez les volailles, et un autre, on produit un virus qui n'était pas pathogène, pas plus pathogène qu'un virus épidémique habituel. Les questions qui restent, c'est est-ce que les virus se propagent d'humain à humain? On n'a pas la réponse à cette question, et il faut espérer qu'on ne l'ait pas de cette façon. Une autre question qui se pose, c'est est-ce que, suite à ces expériences, on peut prédire les changements qu'il va falloir que le virus aviaire acquiert pour pouvoir se multiplier dans le monde humain? Et la réponse est vraisemblablement pas. Et la dernière question que je vous laisse avant de vous en aller, est-ce qu'il faut censurer, contrôler, interdire ce genre de recherche qui potentiellement peuvent créer des virus dangereux? Inutile de dire que tous ces virus ont été faits, ont été construits dans des enceintes protégées qui prévenaient toute propagation de ce virus à l'extérieur. Voilà. Je pense que vous avez à peu près tous les éléments à votre disposition pour comprendre si une fois un enjeu de société va vous être présenté et si un choix de société va être fait sur ce sujet, eh bien, vous comprendrez, j'espère, ce dont il s'agit. Donc, c'est la fin de la conférence, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas la fin de l'histoire. Les virus aviaires, plus les virus aviaires se rapprochent du monde humain, et plus la probabilité qu'un virus aviaire passe dans le monde humain est importante. Voilà, je vous remercie.
Bon, le jeune homme là-haut. Alors, la question c'est, est-ce que le virus de 1918 a tué autant de personnes, plus de 50 millions de personnes, à cause des conditions? Les conditions, c'est une guerre horrible qui a affaibli les populations, c'est le fait qu'il n'y avait pas d'antibiotiques, on n'a pas parlé de ça, mais les virus de la grippe font le lit des surinfections bactériennes, et à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques. Alors, est-ce que ce virus était plus virulent que les virus que nous connaissons actuellement dans la population humaine? La réponse est oui. La réponse est oui. Effectivement, il y a eu pas mal de surinfections bactériennes, mais à peu près de la moitié de ces 50 millions de morts sont morts directement de pneumonie à virus de la grippe, avant même qu'une surinfection puisse avoir lieu dans les 5 jours après infection. Donc on sait que ce virus était particulier pour cette raison, et pour la raison que, contrairement au virus de la grippe que nous connaissons, les personnes à risque sont les enfants tout jeunes et les personnes d'âge mûr, alors que ce virus-là a infecté et a tué un nombre de jeunes personnes en bonne santé. Et on croit savoir, on n'a pas toutes les réponses, mais on croit savoir que ce virus avait certaines propriétés qui expliquent sa virulence. Et on le sait, parce que ça, c'est un autre, si je peux, c'est un autre tour de force de virologistes. On a réussi à recréer le virus de 1918. Le premier virus de la grippe qui a été isolé, c'était 1930. Donc en 1918, on savait que c'était un virus qui provoquait la pandémie, mais on n'a pas réussi à l'isoler. On a isolé un virus que 15 ans plus tard. Mais, de nos jours, dans la dernière décennie, on a recréé ce virus. Vous vous souvenez de Jurassic Park? Jurassic Park, on est allé chercher le génome des dinosaures dans l'ambre. Eh bien, on a fait la même chose avec les virus de la grippe. On est allé chercher le génome des virus de la grippe dans des morceaux d'autopsie maintenus dans le formol. On est allé chercher les virus de la grippe dans des cadavres qui avaient été enterrés dans le permafrost dans les pays du Nord. Et on a pu recréer la séquence d'informations génétiques qui existait dans ces virus. Et à partir de cette information génétique, on a recréé le génome du virus. Et donc, on a à disposition, à l'heure actuelle, un virus de la grippe de 1918 qui a été recréé en laboratoire. Et celui-là, on n'espère pas qu'il va s'échapper. Alors, il y avait une autre question? Alors, le laboratoire P4 non, on ne pourrait pas faire ce genre d'expérience dans le laboratoire P4 ici, parce qu'il est conçu pour faire des analyses biologiques de premier recours. Mais il n'est pas conçu pour construire un virus de ce type-là. Ça se fait dans les laboratoires où les gens travaillent avec des scaphandres et où il y a à disposition toute une panoplie d'équipements qui n'existent pas ici. Oui. Non. Non. Alors, ici, à l'université, dans cette maison, on a un P3, un niveau P3, dans lequel, par exemple, on travaille avec HIV. Et ce niveau P3 est une chambre dans laquelle il y a une pression négative, c'est-à-dire que l'air entre mais ne sort pas. Donc, le virus ne peut pas s'échapper de cette pièce à cause de cette pression négative. En plus, il y a d'autres équipements, il y a un stérilisateur à la sortie, rien ne sort de cette pièce sans avoir été stérilisé, il y a un sas à l'entrée, les gens qui entrent ont des équipements, non pas des scaphandres, mais portent des blouses, des masques, des chapeaux, des chaussons. Donc il y a cette norme qui permet de travailler avec des virus de la classe P3.
L'Office fédéral de la santé publique édite des journaux, des documents dans lesquels tous les micro-organismes sont classifiés en fonction de leur degré de dangerosité et qui nécessitent des laboratoires adaptés à ces dangers. La plupart des virus qui circulent dans la population humaine, le virus de la rougeole, les virus de la grippe, peuvent être épidémiques, donc peuvent être manipulés dans un laboratoire de type P2. Lorsque le pandémique H1N1 est arrivé en 2009, on a d'abord dit que ça devait être un P3 parce qu'on ne connaissait pas sa virulence. Ensuite, il est passé dans le P2. Non, on n'a pas de P4. Ce sont des équipements lourds et très coûteux à maintenir. Oui. Professeur Rowe, merci beaucoup pour votre clarté et également pour la sens profond. Vous avez parlé de la question des pics. Oui. Qui peut recevoir des aviaires. Donc, si on peut par chose imaginer un monde sans corps, vous savez des sous-formations, qu'est-ce que ça arrive le monde s'est propagé plus lentement, il trouve notre os. Oui, alors, le porc, de part. Alors, j'ai beaucoup simplifié les choses, d'accord? Mais le porc reste ce qu'on appelle en anglais un vaisseau de mixage, un mixing vessel, c'est-à-dire un endroit où les virus aviaires et humains peuvent se rencontrer. Si le monde était sans porc, ou si on générait des porcs qui n'avaient que des récepteurs porcins et pas de récepteurs aviaires et humains, que feraient les virus de la grippe? Vraisemblablement, les virus pourraient quand même passer du monde aviaire au virus au humain, même sans passer par le porc. On pense par exemple que H1N1 de 1918 a transité directement du monde aviaire au monde humain, qu'il s'est multiplié dans le monde humain à très bas bruit pendant des années avant d'acquérir l'adaptation qui lui permette de se multiplier très efficacement dans l'humain. Donc, cette adaptation des virus de la grippe peut même se passer du vaisseau intermédiaire de mixage. Mais j'espère qu'on ne va jamais avoir un monde sans porc. J'espère bien. Ou alors il faut remplacer par un jambon, je ne sais pas, d'autruche. Oui. Pardon? Alors, qu'est-ce qu'il en est du vaccin? Si le virus change tout le temps, à quoi sert le vaccin? Alors, le vaccin doit être adapté année après année. Le virus circule en permanence sur la planète. Il circule dans l'hémisphère nord en hiver et dans l'hémisphère sud en été chez nous. Les conditions de transmission du virus sont les meilleures à basse température avec un certain taux d'humidité. Donc, en été, il y a rarement des épidémies de grippe chez nous, mais le virus circule dans l'hémisphère sud. Et, en circulant, évolue et change. À un certain moment, l'OMS prend des échantillons du virus qui circule dans l'hémisphère sud, les caractérise et dit, ben voilà, c'est sur cette base-là qu'on va faire les vaccins pour l'hémisphère nord. Ceci arrive en mars de l'année pour que le vaccin soit prêt à cette période-ci de l'année. Il arrive, et il est arrivé l'année passée, qu'entre le moment où l'OMS dit, ben voilà, ça c'est le virus qui va entrer dans le vaccin de cette année pour l'hémisphère nord, où le virus change encore, et où le vaccin n'est pas très bien adapté au virus qui circule effectivement dans la période d'épidémie. Mais l'adaptation du vaccin d'année en année vient de l'évolution de ces virus. Et chaque année ou chaque 2 ans, l'OMS édicte ou définit les virus qui vont devoir faire partie du vaccin. Il y a une question
Oui, pardon. Non, non, allez-y. Allez-y, j'ai assez parlé. Alors, il y a... Alors d'abord, ce n'est pas l'unique condition. Il y a probablement des conditions, on va dire, sociales. En hiver, les gens vivent beaucoup plus en vase clos qu'en été. En hiver, c'est les écoles et les principaux vecteurs dans la population des virus de la grippe sont les enfants dans les écoles. Les enfants qui vont à l'école sont des vecteurs merveilleux. Ils sont en général très aimants des parents et ils reviennent avec ces virus et les répandent. À tel point qu'un des plans pour essayer d'enrayer le développement d'une pandémie est de fermer complètement les écoles. On espère de ce fait non pas éliminer une pandémie, c'est-à-dire un virus qui ferait le tour de la planète, mais on espère le ralentir suffisamment pour qu'il n'y ait pas trop de monde infecté en même temps, au cas où ce virus aurait des conséquences très graves. Donc, alors, conditions sociologiques. Maintenant, il y a aussi, comme le virus se transmet en gouttelettes ou en aérosol, la température ambiante et le degré d'humidité influencent sur la taille de ces gouttelettes ou sur la composition de l'aérosol, qui est plus propice à transmettre le virus d'un individu à un autre. Et puis, il y a un troisième élément, c'est la stabilité du virus hors de l'organisme. À un certain moment, le virus quitte l'organisme infecté pour se transmettre, et les virus sont plus ou moins stables dans ce milieu extra-organisme, ce milieu extérieur, et une température faible, une température basse est plus propice à la survie d'un virus dans le milieu extérieur qu'une température haute. Mais on n'a pas de réponse absolue à cette question.